Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être respecté. Introduction. La confusion qui détruit. Il y a une confusion silencieuse qui détruit beaucoup d'hommes, pas brusquement, pas en un seul événement, mais progressivement, insidieusement, comme une fissure dans un mur porteur que personne ne remarque, jusqu'au jour où tout s'effondre. Cette confusion, la voici. Ils cherchent à être aimés, acceptés, approuvés, validés. Ils organisent leur vie entière autour du regard des autres. Ils modèlent leur personnalité pour correspondre aux attentes. Ils taisent leurs opinions pour ne pas déplaire. Ils tolèrent des comportements inacceptables pour ne pas créer de conflits. Ils sacrifient leurs standards pour maintenir l'harmonie apparente. Oh, ils donnent plus qu'ils ne reçoivent, se dépensent sans compter, s'effacent derrière les besoins des autres. Et ils s'étonnent de se sentir épuisés, non respectés, comme si quelque chose d'essentiel manquait, comme si, malgré tous ces efforts pour être aimés, quelque chose restait vide, parce qu'ils ont oublié une chose fondamentale. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu as besoin d'être respecté. Ces deux choses ne sont pas identiques, elles ne suivent pas les mêmes règles, elles ne se construisent pas de la même façon. Et confondre l'une avec l'autre est l'une des erreurs les plus coûteuses qu'un homme puisse faire dans sa vie. Ce message est une exploration profonde de cette distinction, de ce que signifie vraiment le respect, de pourquoi il précède tout le reste, de comment le construire, et de comment cesser de le sacrifier sur l'autel du besoin d'être aimé. Installe-toi. Ce que tu vas entendre peut changer profondément ta façon de te positionner dans le monde. Chapitre 1. Amour et respect. Deux architectures différentes. Pour comprendre pourquoi le respect précède l'amour, il faut d'abord comprendre la nature de chacun, ce qu'ils sont, ce dont ils dépendent et ce qu'ils créent. L'amour est émotionnel. Il naît d'une connexion, d'une résonance, d'une chimie. Il peut surgir rapidement. Il peut s'évaporer tout aussi rapidement. Il est influencé par les humeurs, les circonstances, les distances, les changements. L'amour est vivant, fluide, imprévisible. Il est magnifique. Mais il est fragile. Le respect, lui, est structurel. Il ne naît pas d'une émotion. Il naît d'une observation, d'une démonstration répétée, d'une cohérence maintenue dans le temps. Le respect se construit lentement. Et quand il est réel, quand il est fondé sur des preuves concrètes, il ne disparaît pas au gré des humeurs. Il reste, comme une fondation. Voici la distinction cruciale. L'amour peut coexister avec le manque de respect. Et dans ces cas, l'amour seul ne suffit pas. Il ne protège pas. Il ne donne pas de structure. Il ne crée pas la sécurité profonde que chaque être humain cherche. À l'inverse, le respect peut exister sans amour romantique ou sans affection profonde. Et ce respect seul crée déjà quelque chose de solide, une base sur laquelle quelque chose de durable peut se construire. Pense aux relations que tu admires le plus, les plus solides. Il y a celles qui traversent les tempêtes, celles qui restent debout quand tout le reste vacille. Ces relations ont presque toutes une caractéristique commune. Elles sont fondées sur le respect mutuel, pas nécessairement sur une passion permanente, pas nécessairement sur une harmonie constante, mais sur le respect de l'autre comme individu, de ses valeurs, de ses limites, de sa dignité. Et ce respect est le ciment qui maintient tout le reste. Chapitre 2. Pourquoi chercher l'amour crée la faiblesse? Voici quelque chose d'important à comprendre. La recherche excessive d'approbation et d'amour crée une posture de faiblesse. Non pas parce que vouloir être aimé est mauvais en soi. C'est un besoin humain profondément naturel et légitime. Mais parce que quand ce besoin gouverne les décisions, quand il devient la priorité principale, il crée une dépendance au regard des autres. Et cette dépendance est dangereuse. Voici comment elle fonctionne. Quand tu cherches à être aimé avant tout,
tu te mets dans une position de besoin. Et le besoin, dans les dynamiques humaines, crée du déséquilibre. Il te place en position basse dans la relation. Parce que celui qui a besoin est toujours plus vulnérable que celui qui n'a pas besoin. Celui qui cherche l'approbation se retrouve à adapter constamment son comportement, à surveiller les réactions, à ajuster son discours, à modérer ses positions, à taire ses désaccords, à tolérer des comportements qu'il n'aurait pas tolérés autrement. Tout ça pour préserver quelque chose de fragile, l'approbation de l'autre. Et paradoxalement, cette stratégie produit souvent l'effet inverse. Plus tu cherches à plaire, moins tu es respecté. Pourquoi? Parce que le besoin se perçoit. Parce que la compliance permanente se ressent. Parce que l'absence de limite signale l'absence de valeur propre. Les gens respectent ceux qui ont des positions, qui maintiennent leurs standards, même sous pression, qui peuvent dire non sans trembler, qui ne redéfinissent pas leur vérité selon le confort de l'audience. Ces personnes peuvent déplaire. Elles peuvent ne pas être aimées de tout le monde, mais elles sont respectées. Et souvent, ce respect finit par créer quelque chose de plus durable que l'approbation cherchée par ceux qui plient. Chapitre 3. Le stoïcisme et la liberté du regard extérieur. Les philosophes stoïciens avaient une compréhension remarquable de la dynamique que nous explorons. Épictète enseignait quelque chose de radical pour son époque, et de tout aussi radical aujourd'hui. Il disait que la seule liberté réelle est celle de ne pas dépendre du regard des autres. Pas parce que le regard des autres n'a pas d'importance, mais parce que ce regard ne peut jamais être contrôlé. Et tout ce qui ne peut pas être contrôlé ne devrait pas devenir la source de ta stabilité. Si ta paix intérieure dépend de l'approbation des autres, tu n'es jamais vraiment en paix. Tu es toujours à la merci de quelque chose d'extérieur, d'instable, d'imprévisible. Marc Aurèle, dans ses écrits privés, revenait constamment à cette question. Comment rester centré dans un monde où tout le monde a une opinion sur toi? Sa réponse était claire. En ancrant ton identité dans tes actions et tes valeurs, pas dans les perceptions des autres. En agissant selon ce qui est juste, pas selon ce qui est populaire. En cherchant à être respectable, pas à être aimé. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, allait encore plus loin. Il disait que le signe d'un homme libre est qu'il peut traverser la désapprobation sans perdre sa direction, qu'il peut être critiqué sans s'effondrer, qu'il peut ne pas être aimé de tous sans en être diminué, parce que sa solidité ne dépend pas de ce que les autres pensent de lui. De lui, elle vient de l'intérieur, de la clarté sur ses propres valeurs. De la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. De la certitude tranquille d'un homme qui sait qui il est. Cette liberté-là, la liberté du regard extérieur, est peut-être la plus précieuse qui soit. Et elle commence précisément quand tu décides que tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être respecté. D'abord par toi-même, ensuite par les autres. Chapitre 4. Les 3 piliers du respect. Le respect n'est pas mystérieux. Il n'est pas arbitraire. Il ne se distribue pas au hasard. Il naît de comportements précis, de démonstrations répétées, de caractéristiques observables. Voici les 3 piliers sur lesquels le respect véritable se construit. Premier pilier, la cohérence. Un homme cohérent et prévisible dans ses valeurs. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Ses positions ne changent pas selon l'audience. Ses standards ne baissent pas selon la pression. Ses principes ne s'évaporent pas devant les compromis faciles. Cette cohérence crée quelque chose d'essentiel, la confiance. Les gens savent à quoi s'attendre avec toi. Ils peuvent prédire ton comportement sur la base de tes valeurs déclarées. Et cette prévisibilité est rassurante. Elle crée la base du respect. Parce qu'un homme incohérent, qui change de position selon le vent,
qui adapte ses valeurs selon ses intérêts ne peut pas être respecté durablement. Il peut être utilisé, il peut être toléré, mais le respect profond ne peut pas s'installer sur une fondation mouvante. Deuxième pilier, les limites. Un homme avec des limites claires est difficile à manipuler. Il sait ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Il dit non sans avoir besoin d'une justification élaborée. Il maintient ses limites, même sous la pression, même face à la désapprobation, même au risque de créer de la tension. Les limites ne sont pas de l'agressivité, elles ne sont pas du rejet, elles sont des signaux qui disent « voici où je suis, voici ce que je suis, voici ce que j'accepte ». Et ces signaux, clairement communiqués et maintenus, créent un espace de clarté dans les relations. Paradoxalement, les limites créent plus de sécurité relationnelle que leur absence, parce qu'elles définissent les termes de l'interaction. Elles éliminent le flou, elles réduisent les malentendus, et elles montrent que tu te respectes suffisamment pour te protéger, ce qui inspire les autres à te respecter également. Troisième pilier, la responsabilité. Un homme responsable ne cherche pas d'excuses. Quand quelque chose ne va pas dans sa vie, il ne regarde pas en dehors de lui-même. Il regarde d'abord ce qui dépend de lui, ce qu'il aurait pu faire différemment, ce qu'il peut changer, ce qu'il peut améliorer. Cette posture de responsabilité est l'une des plus rares et des plus respectées, parce que la tendance naturelle est à l'inverse, à blâmer les circonstances, à blâmer les autres, à se positionner en victime de ce qui arrive. Un homme qui prend la responsabilité de son expérience dit quelque chose de fondamental. Il dit « Je suis l'agent de ma propre vie, pas sa victime ». Et cette affirmation inspire le respect. Chapitre 5. La dilution de l'identité. Il y a un processus progressif et souvent inconscient qui accompagne la recherche excessive d'approbation. La dilution de l'identité. Quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu adaptes constamment qui tu es. Tu adaptes ton discours. Tu adaptes tes positions. Tu adaptes tes standards. Tu adaptes même tes valeurs, subtilement, au fil du temps. Et chaque adaptation est une petite concession, une petite distance creusée entre toi et qui tu es vraiment. Au début, ces concessions semblent anodines. Une opinion tue pour ne pas créer de tension. Un désaccord ravalé pour préserver la paix. Un standard abaissé pour correspondre à l'expectative de l'autre. Mais ces petites concessions s'accumulent. Et progressivement, tu deviens quelqu'un que tu reconnais à peine. Quelqu'un qui a tant adapté sa façon d'être selon le contexte et l'audience qu'il ne sait plus vraiment qui il est quand il est seul. Quelqu'un qui a perdu sa colonne vertébrale intérieure. Pas parce qu'il était fondamentalement faible, mais parce qu'il a systématiquement sacrifié la solidité de son identité sur l'autel de l'approbation. Cette dilution a des conséquences profondes sur la façon dont tu te perçois, sur la façon dont les autres te perçoivent, sur la qualité de tes décisions, sur la profondeur de tes relations. Parce qu'on ne peut pas avoir de vraie connexion avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là, qui projette une image gérée plutôt qu'une présence authentique, qui dit ce que tu veux entendre plutôt que ce qu'il pense vraiment. Les relations les plus profondes et les plus durables que tu auras dans ta vie ne seront pas avec les personnes qui t'ont aimé pour ta compliance. Elles seront avec les personnes qui t'ont respecté pour ta solidité, qui ont apprécié ton honnêteté même quand elle était inconfortable, qui ont été attirées non pas par ta capacité à plaire, mais par ta capacité à être toi-même, pleinement, sans compromis, sans excuses. Chapitre 6. Poser des limites sans perdre des relations. L'une des peurs les plus courantes autour des limites est celle-ci. Si je pose des limites, si je dis non, si je maintiens mes standards, je vais perdre des gens. Et cette peur est compréhensible, parce qu'elle est parfois vraie. Certaines personnes
effectivement, s'éloigneront quand tu poseras des limites. Celles qui bénéficiaient de ton absence de limites. Celles qui comptaient sur ta compliance pour obtenir ce qu'elles voulaient. Celles dont la relation avec toi était fondée non pas sur le respect mutuel, mais sur ta disponibilité inconditionnelle. Et quand tu changes les termes, quand tu commences à dire non, quand tu maintiens des limites, ces personnes-là s'éloignent. Mais voici ce qui se passe aussi. Les personnes qui te respectent, les personnes capables de relations équilibrées, les personnes qui valorisent l'authenticité plus que la compliance, celles-là restent. Et souvent, elles se rapprochent. Parce que tes limites leur révèlent quelque chose. Elles leur révèlent qui tu es vraiment. Elles leur montrent que tu as une structure intérieure. Que tu n'es pas quelqu'un qui peut être manipulé. Que tu te respectes suffisamment pour te protéger. Et ce respect de toi-même inspire le respect. Il est vrai que poser des limites peut réduire ton cercle, mais il ne réduit pas ta vie. Il la densifie. Il concentre ton énergie sur des relations qui ont de la valeur, sur des personnes qui t'apportent quelque chose de réel. Et il élague les relations qui drainaient sans nourrir, qui prenaient sans donner, qui te demandaient de te trahir pour maintenir leur confort. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Chapitre 7. L'homme qui cherche à être aimé contre l'homme qui mérite d'être respecté. Permettons-nous de tracer un portrait contrasté. Deux hommes, deux postures, deux résultats. Où le premier homme cherche à être aimé. Dans une conversation, il surveille les réactions de l'autre. Il ajuste son discours en temps réel selon ce qu'il perçoit que l'autre veut entendre. Il évite les sujets qui pourraient créer du désaccord. Il complimente facilement, généreusement, parfois sans vraiment le penser. Face à un conflit, il cède rapidement, pas parce qu'il a été convaincu, mais parce que la tension le met mal à l'aise. Dans ses relations, il donne beaucoup, plus que sa part, sans vraiment dire ce dont il a besoin, parce qu'exprimer un besoin pourrait déplaire. Cet homme est souvent apprécié superficiellement. On l'aime bien, il est agréable, facile à vivre, mais il n'est pas vraiment respecté, parce que les gens sentent, même sans l'articuler, qu'il manque quelque chose, une solidité, une substance. Quelque chose à quoi s'accrocher quand ça devient difficile. Le deuxième homme cherche à être respectable. Dans une conversation, il écoute vraiment. Et quand il parle, il dit ce qu'il pense, même si ça peut créer du désaccord. Il complimente sincèrement, et seulement quand c'est sincère. Face à un conflit, il ne cède pas par peur. Il peut changer de position, mais seulement s'il a été convaincu. Dans ses relations, il donne aussi. Mais il exprime aussi ses besoins. Il pose des limites quand elles sont nécessaires. Il dit non quand c'est la bonne réponse. Cet homme n'est pas toujours aimé immédiatement. Il peut déplaire, créer de la friction, ne pas être le plus populaire dans une pièce. Mais il est respecté, profondément. Et souvent, les gens qui l'ont d'abord trouvé difficile finissent par lui faire confiance. Ou parce qu'ils savent qu'il dit la vérité, qu'il ne change pas de position selon le vent, qu'on peut compter sur lui, qu'il est réel. Chapitre 8. Le respect commence par soi. Il y a une vérité fondamentale sur le respect qu'on ne peut pas contourner. Le respect des autres commence par le respect de soi. Ce n'est pas un cliché, c'est une mécanique réelle. Voici pourquoi. Le respect que tu portes envers toi-même définit ton seuil de tolérance. Il définit ce que tu acceptes et ce que tu refuses, ce que tu laisses passer et ce que tu nommes, ce que tu tolères et ce contre quoi tu te positionnes. Un homme qui ne se respecte pas profondément a un seuil de tolérance bas. Il accepte des comportements qu'un homme qui se respecte n'accepterait pas. Non pas parce qu'il est stupide, mais parce que son standard intérieur est calibré différemment, parce qu'il a normalisé le manque de respect, parce qu'il ne croit pas vraiment mériter mieux, et à l'inverse.
Un homme qui se respecte profondément reconnaît instinctivement le manque de respect. Il ne le tolère pas, non pas parce qu'il est arrogant ou difficile, mais parce que son standard interne est clair. Il sait ce qu'il mérite. Il sait comment il veut être traité. Et il le maintient. Ce respect de soi se construit dans les petites choses, dans les choix quotidiens, dans la façon dont tu te traites toi-même. Est-ce que tu respectes ton temps? Est-ce que tu tiens tes engagements envers toi-même? Est-ce que tu maintiens tes standards, même quand personne ne regarde? Ou est-ce que tu parles de toi avec respect ou avec un auto-dénigrement constant? Est-ce que tu prends soin de ton corps, de ton esprit, de tes relations? Chaque petite façon dont tu te traites toi-même envoie un message à ton cerveau. Un message sur ce que tu crois mériter. Et ce message influence tout. La façon dont tu laisses les autres te traiter. La façon dont tu te positionnes dans les relations. La façon dont tu défends ou abandonnes tes standards. Le respect des autres est le reflet du respect que tu te portes. Chapitre 9. La popularité contre la crédibilité. Il y a une distinction qui mérite d'être clairement nommée. La distinction entre popularité et crédibilité. La popularité est visible. Elle se mesure en validation instantanée, en approbation exprimée, en sympathie générale, en like, en sourire, en j'aime ta façon d'être. Elle est gratifiante, elle est agréable, mais elle est instable. La popularité dépend de la conformité, de correspondre aux attentes, de valider les perceptions des autres, de ne pas créer de friction. Et tout ce qui dépend de la conformité est fragile, parce que les attentes changent, les humeurs changent, les contextes changent. Et quand tu as construit ton identité sur la compliance, quand ta valeur dépend de l'approbation, chaque changement est une menace. La crédibilité, elle, est plus profonde et plus durable. Elle ne se mesure pas en validation instantanée. Elle se mesure en confiance, en fiabilité perçue, en conséquence de tes paroles et de tes actes. La crédibilité se construit lentement, ou engagement par engagement. Parole tenue par parole tenue. Position maintenue par position maintenue. Et quand elle est construite, elle résiste. Elle ne s'évapore pas avec l'humeur de quelqu'un. Elle ne disparaît pas à la première friction. Elle reste. Parce qu'elle est fondée sur des preuves, sur des démonstrations répétées dans le temps, sur une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu peux sacrifier de la popularité au profit de la crédibilité. Souvent, c'est un compromis nécessaire. Parce que la vérité n'est pas toujours populaire. Parce que les limites ne sont pas toujours appréciées immédiatement. Parce que la cohérence crée parfois de la friction. Mais la crédibilité, elle, crée l'influence. Et l'influence crée l'impact, bien plus que la popularité ne l'a jamais fait. Ou le chapitre 10. Être difficile à ignorer. Il y a une formulation qui condense beaucoup de ce dont nous parlons. L'objectif n'est pas d'être aimé de tous. L'objectif est de devenir difficile à ignorer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela veut dire avoir une présence qui s'impose d'elle-même, non pas par le volume, non pas par l'agression, non pas par la performance, mais par la solidité. Un homme difficile à ignorer est celui dont les actions parlent plus fort que les mots, dont la cohérence est visible sans avoir besoin d'être proclamée, dont les limites sont claires sans avoir besoin d'être justifiées longuement, dont le calme dans les situations de pression est remarquable et dont la fiabilité est telle que les gens cherchent naturellement son opinion, dont la présence crée de la sécurité dans les interactions. Cet homme-là n'a pas besoin de se battre pour être vu. Il est vu, pas parce qu'il cherche à être vu, mais parce que ce qu'il incarne est rare. Et la rareté attire naturellement l'attention. Dans notre monde saturé de performances, de discours, d'affichage de réussite, la vraie solidité intérieure est devenue exceptionnelle.
Et ce qui est exceptionnel est difficile à ignorer. Comment devenir cet homme? Pas en un jour, pas avec une décision spectaculaire, mais progressivement, en maintenant tes standards quand c'est difficile, en tenant tes paroles quand c'est inconfortable, en posant tes limites quand c'est risqué, en agissant selon tes valeurs quand personne ne regarde. Et dans ces moments répétés, dans ces petites solidités quotidiennes, quelque chose se construit, quelque chose de difficile à ignorer. Chapitre 11. Le respect dans les relations amoureuses. Il y a un domaine où la confusion entre amour et respect est particulièrement dévastatrice. Les relations amoureuses. Beaucoup d'hommes entrent dans les relations avec une croyance fondamentale. Si je l'aime assez, si je fais assez, si je donne assez, si je m'adapte assez, ça marchera. Et cette croyance les amène à des comportements qui semblent de l'amour, mais qui sont en réalité une forme d'abandon de soi. Mettre de côté ses propres besoins. Accepter des comportements incohérents avec ses valeurs. Ou tolérer le manque de respect en espérant que les choses s'améliorent. Se rendre indispensable au point de n'avoir plus aucune vie propre. Perdre ses amis, ses intérêts, son identité dans la relation. Et souvent, paradoxalement, plus cet homme s'efface et donne, moins il est respecté. Parce que ce qu'il projette n'est pas de la force. C'est du besoin. Un besoin de validation, un besoin d'approbation, un besoin que l'autre confirme sa valeur en restant. Et ce besoin crée un déséquilibre. La relation la plus saine n'est pas celle où l'un sacrifie tout. Elle est celle où deux personnes, chacune avec sa propre solidité, chacune avec sa propre identité, chacune avec son propre respect d'elle-même, choisissent de construire quelque chose ensemble. L'attraction durable ne vient pas de la compliance, elle vient du respect. Elle vient de voir quelqu'un qui maintient ses standards, qui a une vie propre, qui peut dire non, qui n'a pas besoin de la relation pour exister, mais qui l'a choisi. Cette posture-là crée quelque chose de différent dans une relation. Elle crée une dynamique d'égalité, de respect mutuel, de choix libre. Et cette dynamique est la fondation de l'amour durable. Chapitre 12. Le respect dans le travail et le leadership. La même dynamique qui s'applique aux relations personnelles s'applique aux relations professionnelles et au leadership. Les leaders les plus respectés ne sont pas ceux qui cherchent à être aimés de leur équipe. Ce sont ceux qui cherchent à être respectés. Et il y a une différence significative dans la façon dont ils se comportent. Un leader qui cherche à être aimé évite les décisions impopulaires. Il reporte les feedbacks difficiles. Il cède devant la pression. Il adapte sa vision selon ce qu'il perçoit que les autres veulent entendre. Il confond la popularité avec l'efficacité. Et souvent, à force de vouloir être aimé, il perd sa direction. Il perd la clarté de sa vision. Il perd la confiance de son équipe. Pas parce qu'ils ne l'aiment plus, mais parce qu'ils ne savent plus où il va. Ils ne peuvent plus compter sur lui pour maintenir le cap quand c'est difficile. Un leader qui cherche à être respecté agit différemment. Il prend les décisions difficiles quand elles sont nécessaires. Il donne les feedbacks honnêtes même quand ils ne sont pas agréables à entendre. Il maintient la direction même quand c'est impopulaire. Il reconnaît ses erreurs sans drama. Il célèbre les succès de son équipe sans chercher à en prendre le crédit. Cet homme n'est peut-être pas toujours aimé. Il peut être perçu comme exigeant, comme difficile. Mais il est respecté. Et dans ce respect, une chose remarquable se produit. Les gens de son équipe donnent le meilleur d'eux-mêmes, non pas par peur, mais parce qu'ils sentent que quelqu'un tient le cap, que la direction est claire, que leurs efforts ont de la valeur, que leur leader les respecte suffisamment pour leur dire la vérité. Chapitre 13. La structure mentale. Comme fondation, le respect extérieur est le reflet du respect intérieur. Et le respect intérieur vient d'une structure.
Une structure mentale, une discipline émotionnelle, une cohérence comportementale. Qu'est-ce que la structure mentale? C'est la capacité à penser clairement, sous pression, à ne pas être emporté par les émotions réactives, à distinguer ce qui est important de ce qui est urgent, à prendre des décisions depuis un espace de clarté plutôt que depuis la peur ou le besoin d'approbation. Qu'est-ce que la discipline émotionnelle? Ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à ressentir, sans être gouverné par ce qu'on ressent, à observer ses émotions avec une certaine distance, à choisir la réponse plutôt que la réaction automatique. Un homme qui réagit à chaque provocation depuis l'émotion projette quelque chose d'instable. Un homme qui peut ressentir et choisir quand même sa réponse projette quelque chose de solide. Qu'est-ce que la cohérence comportementale? C'est l'alignement entre les valeurs déclarées et les comportements observés, non seulement quand c'est confortable, mais aussi quand c'est difficile, non seulement quand tout le monde regarde, mais aussi quand personne ne regarde. Cette cohérence est ce qui crée la crédibilité, ce qui permet aux autres de te faire confiance, ce qui rend ton nom synonyme de fiabilité. Ces trois dimensions, la structure mentale, la discipline émotionnelle et la cohérence comportementale, ensemble, forment quelque chose de puissant, quelque chose que les gens perçoivent, quelque chose qui inspire le respect, même sans effort conscient de ta part, parce que ça se voit, ça se sent. Dans la façon dont tu entres dans une salle, dans la façon dont tu prends une décision difficile, dans la façon dont tu traverses une situation de crise. Chapitre 14. Ne pas réagir est une forme de pouvoir. Il y a une compétence que peu maîtrisent et qui est pourtant l'une des plus respectées. Ne pas réagir. Dans notre culture de l'instantané, de la réponse immédiate, de la réaction rapide, savoir ne pas réagir est devenu presque contre-culturel. Et pourtant, un homme qui peut être provoqué et choisir de ne pas répondre projette quelque chose d'extraordinaire. Il projette le contrôle, non pas le contrôle des autres, mais le contrôle de lui-même, la maîtrise de ses propres réactions, la capacité à choisir sa réponse plutôt qu'à la subir. Et quand tu réagis à chaque provocation, chaque critique, chaque désaccord, tu signales quelque chose. Tu signales que ces choses ont du pouvoir sur toi, que ton équilibre dépend de ce que les autres font ou disent, que tu n'es pas maître de ton propre espace intérieur. Quand tu peux ne pas réagir, tu signales quelque chose de complètement différent. Tu signales que tu es le centre de toi-même, que les provocations extérieures ne définissent pas ton état intérieur, que tu as une fondation assez solide pour absorber les secousses sans être déstabilisé. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise inspire le respect, parce qu'elle est rare, parce qu'elle signale de la profondeur, parce qu'elle dit, sans un mot, rien de ce que tu fais ne peut me définir. Je suis ancré en moi-même. Chapitre 15. Le temps et le respect. Il y a une dimension du respect qui est souvent négligée. La relation au temps. La façon dont tu traites ton temps, le tien et celui des autres, dit beaucoup sur le niveau de respect que tu portes et que tu attires. Un homme qui ne respecte pas son propre temps envoie un message. Il dit que son temps n'a pas de valeur, que n'importe quelle demande peut l'interrompre, que n'importe quelle urgence de quelqu'un d'autre prend la priorité sur sa propre direction. Ce message est intégré par les autres, et il traite son temps exactement comme il le traite lui-même, sans respect. À l'inverse, un homme qui respecte son temps le protège. Il ne s'engage pas à tout. Il ne dit pas oui par défaut. Il évalue, décide et alloue son temps selon ses priorités. Non pas de façon rigide, non pas de façon inaccessible, mais de façon consciente. Ce comportement est remarqué et respecté, parce qu'il dit «
Je sais ce qui compte pour moi. Je ne laisse pas mon agenda être défini par les urgences des autres. Je suis le gestionnaire de ma propre vie. La ponctualité fait partie de cette dimension. Être ponctuel est une forme élémentaire de respect envers l'autre et envers toi-même, parce que ça dit « j'honore mes engagements ». Ma parole vaut quelque chose, et les personnes qui m'attendent ont de la valeur. Chapitre 16. Le respect dans l'adversité. C'est facile d'être respectable quand tout va bien, et quand le succès est au rendez-vous, quand les circonstances sont favorables, quand tout le monde applaudit. La vraie mesure du respect intérieur se révèle dans l'adversité, dans les moments de pression, dans les moments d'échec, dans les moments où tout va contre toi. Un homme dont le respect est authentique, fondé sur une structure intérieure réelle, traverse les difficultés différemment. Il ne s'effondre pas au premier obstacle. Il ne cherche pas de bouc émissaire. Il ne disparaît pas quand sa présence est la plus nécessaire. Il traverse. Peut-être avec difficulté, peut-être en souffrant, mais avec une dignité qui ne dépend pas des circonstances. Ces moments d'adversité traversés avec dignité sont précieux, non pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils révèlent quelque chose d'essentiel. Ils prouvent, Nala, à toi-même et aux autres, que ta solidité est réelle, qu'elle n'est pas que de façade, qu'elle ne dépend pas du confort extérieur. Et ces preuves-là, accumulées dans le temps, construisent une réputation d'homme qui tient, qui ne fuit pas quand c'est difficile, qui reste lui-même même quand tout l'appelle à se perdre. Cette réputation est l'une des formes les plus durables de respect. Chapitre 17. La solitude du respect. Je veux nommer quelque chose d'important. Quelque chose que personne ne te dit quand on parle de construire le respect plutôt que de chercher l'amour. La solitude. Il y a une solitude dans le fait d'être un homme d'intégrité. Un homme qui dit la vérité, même quand elle déplaît. Un homme qui maintient ses limites, même quand ça crée de la friction. Un homme qui ne cherche pas l'approbation. Il y a des moments où cette posture crée de l'isolement. Où tu aurais pu rire avec tout le monde si tu avais accepté de compromettre un peu. Où tu aurais pu être populaire si tu avais juste dit ce qu'ils voulaient entendre. Où tu aurais pu maintenir une relation si tu avais accepté de te trahir un peu. Cette solitude est réelle, et il serait malhonnête de la nier. Mais voici ce qu'elle vaut. La solitude de l'intégrité est infiniment préférable à la compagnie de la compromission. Parce que dans la compromission, tu es entouré, mais tu es seul au fond. Seul avec la conscience de ce que tu as sacrifié. Seul avec l'écart entre qui tu prétends être et qui tu as choisi d'être. Dans la solitude de l'intégrité, tu es peut-être physiquement seul parfois, mais tu es pleinement présent à toi-même. Tu n'as pas à te regarder en arrière. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à porter le poids de la trahison. Et de cette solitude, une chose précieuse peut émerger. Des connexions vraies, avec les personnes qui te respectent pour ce que tu es, pas pour ce que tu leur donnes, pas pour ta compliance, mais pour ta solidité. Chapitre 18. Construire le respect quotidiennement. Le respect se construit dans le quotidien, pas dans les grands gestes, pas dans les moments spectaculaires, mais dans les petites décisions répétées. Voici quelques pratiques concrètes. Première pratique, tenir ses paroles. Chaque engagement que tu prends et que tu honores est une brique de respect. Chaque fois que tu dis « je serai là » et que tu es là. Chaque fois que tu promets et que tu livres. Chaque fois que tu t'engages et que tu honores. Ces petites fiabilités quotidiennes construisent quelque chose de grand. Deuxième pratique, dire non clairement. Chaque fois que tu dis non quand c'est la bonne réponse, sans t'en excuser excessivement, sans te justifier longuement, tu construis quelque chose. Tu construis la clarté que tu as des standards, que tu peux les maintenir, que ta parole, quand c'est oui, est vraiment oui, parce qu'elle aurait pu être non.
Troisième pratique, exprimer son désaccord. Quand tu n'es pas d'accord, le dire, avec respect, avec la conscience que l'autre peut avoir raison. Mais le dire. Ne pas acquiescer par défaut. Ne pas avaler son opinion pour préserver l'harmonie apparente. Cette pratique est difficile au début, parce que le réflexe de compliance est souvent fort. Mais chaque fois que tu exprimes un désaccord honnête, tu renforces quelque chose. Tu renforces la solidité de tes positions. Tu renforces la crédibilité de ton accord quand tu es d'accord. Et tu renforces ta propre colonne vertébrale intérieure. Quatrième pratique, agir selon ses valeurs, même seul. Dans les moments où personne ne regarde, où la facilité de te trahir un peu serait évidente, où personne ne saurait. Ces moments-là sont les plus formateurs, parce qu'ils sont la mesure authentique de ton intégrité. Et chaque fois que tu tiens dans ces moments, tu construis quelque chose, une certitude profonde, ou la certitude que tu peux compter sur toi-même. Chapitre 19. L'impact durable du respect. Le respect que tu construis a un impact qui dépasse ta propre vie. Il dépasse les relations que tu as directement. Il se transmet, il s'étend. Il crée des ondes que tu ne vois pas toujours, mais qui sont réelles. Pense à quelqu'un que tu respectes profondément dans ta vie. Quelqu'un dont le comportement, la solidité, l'intégrité t'a influencé. Quelqu'un dont l'exemple t'a montré que certaines choses étaient l'impossible, que la cohérence était possible, que le respect sans compromis était possible, que la solidité face à l'adversité était possible. Cet exemple que tu as vu et intégré vient de quelqu'un qui a simplement vécu avec intégrité, qui a maintenu ses standards, qui a posé ses limites, qui a dit la vérité même quand c'était difficile, qui n'a pas cherché l'approbation de tous, mais qui a cherché à être respectable, et sans chercher à influencer, il a influencé. Sans chercher à inspirer, il a inspiré. Sans chercher à laisser une trace, il a laissé une trace. C'est l'impact du respect, silencieux, profond, durable. Et ce que tu construis aujourd'hui dans tes comportements quotidiens, dans tes limites, dans tes cohérences, dans tes vérités, dites avec courage, tout cela est aussi ton impact sur les gens qui t'observent, sur les gens qui partagent ta vie, sur les générations qui te suivent. Go, chapitre 20. La liberté du respect. Je veux terminer sur quelque chose d'essentiel. Le respect, quand il est vraiment construit, est une forme de liberté. La liberté de ne pas avoir à performer. La liberté de ne pas avoir à gérer une image. La liberté de ne pas avoir à surveiller chaque mot, chaque expression, chaque comportement pour s'assurer qu'il crée l'effet voulu sur l'audience. Un homme qui cherche à être aimé vit en performance permanente. Il joue un rôle. Il surveille les réactions. Il ajuste. Il gère. Et cette gestion permanente est épuisante. Elle consomme de l'énergie. Elle crée de l'anxiété. Elle maintient une distance entre qui tu es et ce que tu projettes. Un homme qui cherche à être respectable vit dans la liberté, où il peut être lui-même, pleinement, sans calculer les faits. Il peut dire ce qu'il pense, poser ses limites, exprimer ses désaccords, reconnaître ses erreurs, montrer ses faiblesses, sans craindre que ça le diminue. Parce que sa solidité ne dépend pas de la perception des autres. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de ses valeurs, de ses comportements, de sa cohérence. Et cette fondation-là est indestructible. Elle ne peut pas être prise. Elle ne peut pas être annulée par l'opinion de quelqu'un. Elle ne fluctue pas au gré des humeurs. Elle reste, toujours, comme une encre. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être stable. Et quand tu es stable, le respect devient naturel. Il attire les bonnes personnes. Il éloigne les mauvaises dynamiques. Il crée l'espace pour un amour réel, équilibré, respectueux. Le genre d'amour qui dure. Le genre de respect qui ne se négocie pas. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à plaire.
On construit une structure intérieure, un engagement tenu à la fois, une limite posée à la fois, une vérité dite à la fois, en liberté, en solidité, en respect. Épilogue. Le choix qui définit. Nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble dans ce message. Nous avons exploré la différence entre amour et respect. Pourquoi chercher l'amour crée la faiblesse? Ce que le stoïcisme enseigne sur la liberté du regard extérieur. Les 3 piliers du respect. Cohérence, limite, responsabilité. La dilution de l'identité. Comment poser des limites sans perdre des relations. Le portrait de 2 hommes et leurs résultats. Comment le respect commence par soi. La distinction entre popularité et crédibilité. Comment devenir difficile à ignorer. Le respect dans les relations, dans le travail, dans l'adversité. La structure mentale comme fondation. Ne pas réagir comme forme de pouvoir. Le respect dans la relation au temps. La solitude de l'intégrité. Les pratiques quotidiennes. L'impact durable. Et la liberté du respect. Tout converge vers un seul choix. Un choix que tu peux faire maintenant. Ou plutôt, un choix que tu fais continuellement. Dans chaque décision, dans chaque interaction, dans chaque moment où tu es tenté de compromettre tes standards pour obtenir l'approbation. Ce choix est le suivant. Veux-tu être aimé de tous ou veux-tu être respecté? L'un demande la compliance. L'autre demande le courage. L'un fluctue avec les humeurs. L'autre reste. L'un te demande de te perdre. L'autre te demande de te trouver. Le choix est simple, mais il n'est pas facile. Il demande de choisir la friction parfois sur le confort, la vérité parfois sur l'approbation, la solitude parfois sur la compagnie de la compromission. Mais de l'autre côté de ce choix, quelque chose t'attend. Une vie plus simple, plus solide, plus vraie. Une vie vécue de l'intérieur plutôt que pour l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être respecté. Et tu peux être cet homme, à partir de maintenant. Bonus. 20 façons de construire le respect aujourd'hui. Pour terminer sur quelque chose de concret, voici 20 actions que tu peux accomplir aujourd'hui. 20 façons de commencer à construire le respect plutôt que de chercher l'amour. 1. Dis non à quelque chose que tu voulais refuser, mais que tu allais accepter pour plaire. 2. Exprime un désaccord sincère dans une conversation où tu aurais normalement acquiescé. 3. Tiens un engagement que tu avais pris envers toi-même cette semaine. 4. Pose une limite dans une relation où elle était nécessaire, mais absente. 5. Dis une vérité difficile à quelqu'un qui en a besoin. 6. Ne justifie pas excessivement un refus. Dis simplement non. 7. Respecte l'heure à laquelle tu t'es engagé à être quelque part. 8. Ne compromets pas une position sous la pression si tu n'as pas été convaincu. 9. Reconnais une erreur sans drama et sans victimisation excessive. 10. Fais quelque chose en accord avec tes valeurs, même si personne ne le saura. 11. Protège ton temps en déclinant une demande non essentielle. 12. Exprime ce dont tu as besoin clairement, plutôt de l'attendre silencieusement. 13. Ne modifie pas ton opinion simplement parce que l'autre semble désapprouver. 14. Traite quelqu'un avec le même respect en son absence qu'en sa présence. 15. Ne cherche pas à impressionner dans une conversation. Cherche à être sincère. 16. Fais face à une situation inconfortable plutôt que de la reporter. 17. Maintiens un standard que tu avais tendance à baisser sous la pression. 18. Sois présent dans une conversation sans vérifier ton téléphone. 19. Reconnais quelque chose que tu ne sais pas plutôt que de feindre la certitude. 20. Lis ce message et décide d'une seule chose que tu vas appliquer aujourd'hui. Une seule. La tienne, la plus pertinente pour là où tu en es, et accomplis-la.
Parce que le respect ne se construit pas dans les grandes déclarations. Il se construit dans les petites actions répétées, dans ces 20 façons de choisir la solidité sur la compliance, le respect sur l'approbation, l'authenticité sur la performance. Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu as besoin d'être respecté. Et tu construis ce respect, maintenant. Un choix à la fois. Chapitre 21. Le piège de la validation numérique. Il y a une dimension moderne du besoin d'amour et d'approbation qui mérite d'être nommée. La validation numérique. Donc les réseaux sociaux ont créé quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine. Un système de validation instantanée, quantifiable, visible, un like, un commentaire, un partage, un nombre d'abonnés. Et ce système a amplifié à une échelle industrielle le besoin d'approbation qui était déjà naturellement présent dans chaque être humain. Parce que ce système est conçu exactement pour ça, pour créer de la dépendance à la validation, pour faire en sorte que tu ajustes ton comportement, ton discours, ton image, pour maximiser l'approbation reçue. Et beaucoup d'hommes se retrouvent à vivre une vie construite autour de cette approbation numérique, à poster non pas ce qui est vrai, mais ce qui sera apprécié, à ne pas exprimer d'opinions sincères qui pourraient créer de la friction, à construire une image curated, filtrée, et optimisée pour le regard extérieur. Et dans ce processus, quelque chose se perd, l'authenticité, la solidité intérieure, la certitude de qui tu es quand personne ne regarde. La validation numérique est une version moderne du besoin d'amour. Et elle en a tous les défauts. Elle est instable, elle fluctue, elle dépend entièrement de l'approbation des autres. Et elle ne remplit jamais vraiment le vide. Le respect, lui, ne se mesure pas en like. Il se mesure en confiance, en fiabilité, en impact réel sur les vies des gens autour de toi. Et cette mesure-là est plus rare, plus difficile à construire, mais infiniment plus durable et satisfaisante. De chapitre 22. Les personnes qui fuient, les hommes solides. Voici quelque chose d'important à comprendre sur ce qui se passe quand tu commences à construire le respect plutôt que de chercher l'amour. Certaines personnes vont s'éloigner. Et ce n'est pas une catastrophe. C'est souvent un nettoyage nécessaire. Il y a des personnes dans ta vie dont la présence dépend de ton manque de limites, dont la relation avec toi est fondée sur ta disponibilité inconditionnelle, sur le fait que tu n'oses pas dire non, sur le fait que tu acceptes les comportements qu'elles ne voudraient pas subir elles-mêmes. Quand tu changes, quand tu commences à poser des limites, quand tu commences à dire non, ces personnes réagissent souvent de façon négative. Et elles peuvent te reprocher d'être devenu différent, de ne plus être le même, d'être trop sérieux ou trop exigeant. Ces réactions sont de l'information. Elles te disent que la relation était fondée sur quelque chose qui n'était pas réciproque, que tu donnais plus que tu ne recevais, que les limites que tu poses maintenant remettent en cause un équilibre qui bénéficiait à l'autre. Et il y a des personnes différentes, des personnes qui, quand tu commences à avoir des limites, quand tu commences à dire non avec clarté, quand tu commences à te comporter avec intégrité, te respectent davantage, qui sentent que quelque chose a changé en toi, quelque chose de plus solide, quelque chose de plus réel, quelque chose de plus respectable. Ces personnes-là méritent ta présence. Et leur réaction à ta transformation est aussi de l'information. Elle te dit que ces relations sont fondées sur quelque chose de plus solide que ta compliance, sur un vrai respect mutuel. Chapitre 23. L'humilité comme composante du respect. Il y a une dimension du respect que beaucoup oublient dans cette conversation. L'humilité. Le respect ne vient pas de l'arrogance. Il ne vient pas d'une posture de supériorité. Il ne vient pas de l'irrespect des autres. Un homme qui traite les autres sans respect ne mérite pas le respect en retour. Le vrai respect vient d'une humilité profonde, l'humilité
de savoir qu'on ne sait pas tout, que les autres ont des perspectives valides, que les erreurs sont inévitables et que les reconnaître est un signe de force et non de faiblesse. L'humilité de traiter chaque personne, quel que soit son statut, avec la même décence fondamentale. Parce que la dignité humaine ne dépend pas du rang social. Et un homme qui comprend ça, qui traite le serveur avec le même respect que le patron, qui est aussi poli avec l'inconnu qu'avec l'important, cet homme-là inspire quelque chose de particulier. Un respect profond, parce que son comportement dit « je ne cherche pas à impressionner ». Je traite les gens bien, parce que c'est ma façon d'être, pas parce que ça me rapporte quelque chose. L'humilité et la solidité ne sont pas contradictoires. Elles se renforcent. Un homme à la fois humble et solide est rare, et cette rareté attire le respect profond. Donc, chapitre 24. Le silence comme langage du respect. Il y a une forme de communication que les hommes les plus respectés maîtrisent, le silence. Pas le silence de l'absence, pas le silence de la peur, mais le silence stratégique. Le silence de quelqu'un qui choisit ses mots plutôt que de les distribuer sans discernement. Nous vivons dans un monde de bruit, où tout le monde parle, où les opinions sont distribuées à la seconde, où les réactions instantanées sont devenues la norme. Et dans ce monde de bruit, le silence est devenu extraordinairement rare. Et donc extraordinairement remarqué. Quand un homme qui parle peu dit quelque chose, les gens écoutent, parce qu'ils savent que sa parole n'est pas distribuée sans discernement. Et qu'il a réfléchi avant de parler. Que ce qu'il dit correspond à ce qu'il pense. À l'inverse, un homme qui parle beaucoup et sans filtre érode progressivement la valeur de ses propres mots. Il peut dire des choses importantes, mais elles se noient dans la quantité. Elle ne résonne pas. Le stoïcisme avait une règle simple. Dis peu, dis vrai, dis utile. Cette règle, appliquée dans les conversations quotidiennes, crée quelque chose de précieux. La réputation d'un homme dont les mots ont du poids, dont le silence signifie quelque chose, dont la parole, quand elle vient, mérite d'être écoutée. Chapitre 25. Respecter les autres pour être respecté. Le respect n'est pas à sens unique. Et tu ne peux pas construire une vie de respect en ne te concentrant que sur ce que tu mérites de recevoir. Il faut aussi regarder ce que tu donnes. Un homme qui cherche le respect, mais ne le donne pas, se contredit. Son comportement dit « je mérite d'être traité avec respect ». Mais ses actions disent « les autres ne méritent pas le même traitement ». Cette incohérence est perçue, et elle érode ce qu'il cherche à construire. À l'inverse, un homme qui donne le respect généreusement, pas en termes d'approbation, mais en termes de considération, de fiabilité, d'honnêteté, de décence fondamentale, crée quelque chose de différent. Il crée une réciprocité. Il établit un standard dans ses relations. Un standard qui dit « voici comment je traite les gens, et voici ce que j'attends en retour ». Ce standard n'est jamais exprimé verbalement, ou qu'il est vécu, et il se comprend. Les gens dans ta vie comprennent intuitivement le niveau de traitement qu'ils peuvent attendre de toi. Et s'ils veulent maintenir la relation, ils s'y alignent, ou ils partent. Et dans les deux cas, tu as de la clarté. Donner le respect, pas l'approbation, mais la considération et la décence, est une façon de définir le type de relation que tu veux dans ta vie. Et c'est une des formes les plus élégantes de leadership relationnel. Chapitre 26. Quand l'amour et le respect coexistent. Je veux clarifier quelque chose d'important. Ce message n'est pas anti-amour. Ce n'est pas une invitation à devenir froid, inaccessible, distant. L'amour est magnifique. Les connexions humaines profondes sont parmi les expériences les plus précieuses de la vie. Ce message est une invitation à réorganiser les priorités, à mettre le respect avant l'amour. Non pas pour remplacer l'amour, mais pour créer la fondation sur laquelle l'amour peut être durable. Quand l'amour et le respect coexistent
dans une relation, quelque chose d'extraordinaire se crée. La connexion émotionnelle est enrichie par la solidité de la structure. L'affection est soutenue par la confiance. La chaleur est ancrée par la cohérence. Et cette combinaison crée des relations qui traversent le temps, qui résistent aux conflits, qui s'approfondissent plutôt que de se dégrader avec les années. Parce que chaque partenaire, chaque ami, chaque collègue sait qu'il peut compter sur l'autre. Pas seulement quand c'est facile, mais quand c'est difficile. Pas seulement quand les émotions sont positives, mais aussi quand les tensions sont présentes. Parce que la fondation est le respect. Et le respect tient. Ce que tu construis en cherchant d'abord le respect, c'est la condition de possibilité pour que l'amour soit durable, pour que les relations soient solides, pour que les connexions soient vraies. Chapitre 27. L'influence silencieuse du respect. Il y a une forme d'influence que beaucoup sous-estiment. L'influence silencieuse. Elle ne vient pas des discours. Elle ne vient pas des arguments. Elle ne vient pas de la persuasion active. Elle vient de l'exemple, de la façon dont tu vis, de ce que tu incarnes. Un homme respecté, un homme qui maintient ses standards, qui pose ses limites, qui dit la vérité, qui est cohérent entre ses valeurs et ses actions, influence les gens autour de lui sans chercher à le faire. Il crée un effet de miroir. Il reflète une possibilité. La possibilité d'une vie vécue avec intégrité. La possibilité que les standards puissent être maintenus. La possibilité que la solidité soit accessible. Et cette réflexion, silencieuse et constante, influence. Elle inspire. Elle crée une permission. La permission que les autres cherchent souvent pour être eux-mêmes. Pour maintenir leurs propres standards. Pour ne pas compromettre ce qui compte vraiment. C'est pour ça que l'exemple est toujours plus puissant que les mots. Parce que l'exemple prouve. Il dit « c'est possible, quelqu'un le fait, regarde ». Et cette preuve vivante est la forme d'influence la plus durable qui soit. Chapitre 28. La maturité du respect. Le besoin d'être aimé est le besoin de l'enfant. Naturel, légitime, nécessaire dans les premières années de vie. Mais il y a un moment dans le développement d'un être humain où une transition doit se faire. Où le besoin d'être aimé doit être complété, enrichi, parfois remplacé par quelque chose de plus profond. Le besoin de se respecter et d'être respecté. Cette transition est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Pas la maturité dans le sens d'une rigidité froide, mais la maturité dans le sens d'une solidité ancrée. La capacité de fonctionner depuis une fondation intérieure plutôt que de dépendre du regard extérieur. La capacité de choisir l'inconfort de la vérité plutôt que le confort du mensonge doux. La capacité de maintenir ses standards, même face à la désapprobation. Cette maturité ne vient pas avec l'âge automatiquement. Elle vient avec la conscience, avec le travail sur soi, avec la décision répétée de choisir le respect sur l'approbation. Et quand elle est atteinte, elle transforme tout. Elle transforme la façon dont tu navigues dans le monde, la façon dont tu prends des décisions, la façon dont tu traverses les difficultés, la façon dont tu vis tes relations. Elle crée quelque chose de rare. Un homme qui n'a pas besoin de la validation externe pour se sentir entier, qui se suffit à lui-même dans le sens le plus noble du terme, qui peut être seul sans être solitaire, qui peut être désapprouvé sans être diminué, et qui peut être critiqué sans s'effondrer, parce que sa solidité vient de l'intérieur. Réflexion finale. L'homme que tu deviens. Laisse-moi te laisser avec une image. L'image de l'homme que tu deviens quand tu fais ce choix. Quand tu décides de ne plus chercher l'amour de tous. Quand tu décides de chercher le respect. Le tien d'abord, et celui des autres ensuite. Cet homme entre dans une pièce sans chercher à impressionner. Sa présence s'impose d'elle-même. Non pas parce qu'il est spectaculaire,
mais parce qu'il est solide. Il parle moins, mais chaque mot pèse. Il écoute vraiment, et les gens le sentent. Il dit non avec clarté, et les gens comprennent que son oui est sincère. Il exprime son désaccord avec respect, et les gens savent qu'il ne cherche pas à blesser. Il reconnaît ses erreurs sans drama, et les gens lui font davantage confiance. Il maintient ses standards, même sous pression, et les gens savent à quoi s'en tenir. Il agit selon ses valeurs, même seul, et les gens sentent qu'il est authentique. Il ne cherche pas à être aimé de tous. Et pourtant, il est profondément respecté. Et souvent, profondément aimé. Par les personnes qui comptent vraiment. Par celles qui ont la maturité de reconnaître la solidité, de l'apprécier, de la choisir. Cet homme est possible. Il est accessible. Il est toi. De l'autre côté de ses décisions quotidiennes, de ses limites posées, de ses vérités dites, de ses standards maintenus. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être respecté. Et tu peux être cet homme. À partir de maintenant, si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à plaire. On construit une structure intérieure, en silence, en solidité, en respect. Chapitre 29. La peur du rejet et son emprise. Derrière le besoin d'être aimé se cache presque toujours une peur, la peur du rejet. C'est l'une des peurs les plus universelles et les plus profondes de l'être humain. Elle a des racines biologiques. Dans les temps préhistoriques, être rejeté par son groupe signifiait la mort. L'isolement était une menace réelle à la survie. Et cette programmation archaïque est encore active dans le cerveau moderne. Chaque fois que tu risques le rejet, la désapprobation, l'exclusion, et ton cerveau primitif réagit comme si ta survie était en jeu. Il déclenche de l'anxiété. Il pousse à la compliance, à faire ce qu'il faut pour rester dans les bonnes grâces du groupe, pour ne pas être exclu. Et dans ce contexte, chercher à être aimé n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Mais voici ce que la conscience peut faire, que la biologie ne peut pas. Elle peut reconnaître cette peur, la nommer, et choisir une réponse différente. La peur du rejet n'a pas à dicter les comportements. Elle peut être ressentie et non pas obéie. Elle peut être observée et non pas servie. Quand tu comprends que cette peur est archaïque, qu'elle réagit à des menaces qui n'existent plus dans le monde moderne, tu peux commencer à te libérer de son emprise. Être rejeté par une personne ne signifie pas la mort. Ne pas plaire à tout le monde ne signifie pas l'exclusion. Poser une limite ne signifie pas perdre toutes les relations. Et cette compréhension intégrée profondément crée un espace de liberté. L'espace dans lequel tu peux choisir le respect sur l'approbation, même quand la peur dit le contraire. Surtout quand la peur dit le contraire. Chapitre 30. Construire pour durer. Il y a une image que j'aime pour résumer ce dont nous parlons. La construction. Il y a des gens qui construisent vite, qui cherchent des résultats immédiats, des approbations rapides, des validations instantanées. Ils construisent avec ce qui impressionne, du brillant, du spectaculaire, du visible. Et leur construction monte vite. Elle attire l'attention, ou elle crée de l'enthousiasme. Et puis les premiers vents forts arrivent, les premiers défis vrais, les premières pressions sérieuses. Et la construction, sans fondation solide, sans les structures nécessaires, cède, parfois lentement, parfois brusquement. Il y a des gens qui construisent lentement, qui posent d'abord les fondations, qui investissent dans ce qui ne se voit pas, qui acceptent de ne pas impressionner dans les premières phases de la construction, qui posent les bases du respect intérieur avant de chercher le respect extérieur, qui construisent leur cohérence dans les moments silencieux, leur crédibilité dans les petits engagements tenus, leur solidité dans les disciplines maintenues sans audience. Cette construction-là est moins spectaculaire au début. Elle ne crée pas de validation immédiate.
Elle ne génère pas d'approbation rapide. Mais quand les vents forts arrivent, elle tient. Parce que les fondations sont réelles. Parce que la structure est solide. Parce que ce qui a été construit l'a été pour durer. Pas pour impressionner, mais pour durer. C'est le choix que ce message t'invite à faire. Construire pour durer. En commençant par les fondations. En commençant par le respect. Le tien. Chapitre 31. La gratitude comme fondation du respect. Il y a une connexion entre le respect et la gratitude que peu de gens explorent. Un homme qui se plaint constamment de ce qu'il n'a pas, de comment il est maltraité, de ce que les autres lui doivent, cet homme projette quelque chose. Il projette le besoin, le manque, l'insuffisance. Et cette projection attire rarement le respect. Elle attire parfois la pitié, parfois la manipulation, mais rarement le respect profond. Un homme qui peut reconnaître ce qu'il a, qui peut voir la valeur dans sa situation actuelle même imparfaite, qui peut être reconnaissant même dans les difficultés, cet homme projette quelque chose de différent. Il projette l'abondance intérieure, la suffisance. Et cette suffisance est magnétique, parce qu'elle dit « Je n'ai pas besoin que les circonstances soient parfaites pour être entier. Je ne dépends pas de l'approbation des autres pour me sentir complet. Je suis ancré. Et de cet ancrage, le respect devient possible. Non pas le respect de façade, mais le respect profond. Celui qui vient de la reconnaissance d'une solidité réelle. La gratitude n'est pas de la résignation. Mais elle n'est pas de la naïveté. Elle est la capacité à voir ce qui est là, pas seulement ce qui manque. Et cette capacité, pratiquée quotidiennement, transforme progressivement la façon dont tu te positionnes dans le monde. Chapitre 32. Le respect comme art de vie. Nous pourrions résumer tout ce dont nous avons parlé en une seule idée. Le respect n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une façon de manipuler les gens pour qu'ils te traitent mieux. C'est un art de vie fondé sur la cohérence, sur l'intégrité, sur la solidité intérieure, sur la liberté du regard extérieur. Un art de vie qui choisit la vérité sur le confort, la solidité sur la popularité, l'authenticité sur la performance, et le respect profond sur l'approbation superficielle. Cet art de vie n'est jamais parfaitement maîtrisé. Il est toujours en construction. Il y aura des jours où tu céderas à la tentation de plaire, où tu diras oui quand tu voulais dire non, où tu adapteras ta position pour éviter la friction. Ces moments font partie du chemin. Ils ne définissent pas ton identité. Ce qui la définit, c'est la direction. La décision répétée de revenir au respect. De recommencer quand tu as cédé, de maintenir la direction même dans les jours difficiles. Et progressivement, dans cette pratique quotidienne, quelque chose se cristallise. Un homme, ton homme, celui qui n'a pas besoin d'être aimé de tous, qui a besoin d'être respecté, et qui est stable. Et quand il est stable, le respect devient naturel. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à plaire. On construit une structure intérieure, solide, durable, respectable. Chapitre 33. Le respect comme protection. Il y a une dimension du respect que peu de gens articulent clairement. Le respect comme protection. Non pas une protection agressive, pas des barricades, pas de l'hostilité, mais une protection naturelle, silencieuse, qui vient de la solidité. Un homme sans limite, sans structure, sans respect de lui-même, est vulnérable. Vulnérable à la manipulation, à l'exploitation, à des dynamiques relationnelles qui le drainent sans le nourrir. Il est vulnérable parce qu'il a signalé que ses limites sont négociables, que ses standards peuvent être contournés, que son besoin d'approbation peut être utilisé comme levier. Un homme respecté projette quelque chose de différent. Il projette une solidité qui dit « Il y a des choses que tu ne peux pas me faire. Non pas parce que je suis hostile,
mais parce que je me connais. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'accepte. Et je maintiens mes limites. Cette solidité crée une protection naturelle. Les personnes mal intentionnées, celles qui cherchent à exploiter, à manipuler, à prendre sans donner, détectent cette solidité. Et souvent, elles cherchent ailleurs. Elles cherchent des terrains plus faciles. Des personnes dont les limites sont moins claires, dont le besoin d'approbation est plus exploitable. La solidité du respect est une forme d'immunité naturelle contre certaines dynamiques toxiques. Elle n'est pas parfaite, mais elle est significative. Chapitre 34. Les 5 erreurs qui détruisent le respect. Pour construire le respect, il est utile de comprendre ce qui le détruit. Voici 5 erreurs courantes. Première erreur, chercher l'approbation de tous. Quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu dilues ton identité. Tu adaptes constamment ta position selon l'audience. Et cette incohérence perçue érode la confiance. Les gens ne savent plus qui tu es vraiment. Ils ne peuvent pas compter sur toi de façon prévisible. Et sans prévisibilité, pas de respect durable. Deuxième erreur, ne jamais dire non. La compliance permanente signale quelque chose. Elle signale l'absence de valeur propre. Paradoxalement, un homme qui ne dit jamais non est moins apprécié qu'un homme qui dit non clairement quand c'est nécessaire. Parce que quand il dit oui, on sait que c'est un vrai oui. Pas un oui de compliance, un oui de choix. Troisième erreur, tolérer le manque de respect. Chaque fois que tu tolères un comportement irrespectueux sans le nommer, tu envoies un message. Le message que c'est acceptable. Et les gens traitent les autres selon les standards qu'ils acceptent. Si tu n'exprimes pas tes standards, les gens en concluent que tu n'en as pas. Quatrième erreur, s'excuser excessivement. L'excuse authentique pour une erreur réelle est une forme de respect. Mais l'excuse excessive, automatique, pour des choses qui ne méritent pas d'excuse, signale le manque de respect de soi. Elle dit « Je suis désolé d'exister » et « Je suis désolé de prendre de la place ». Je suis désolé d'avoir une opinion. Et cette posture n'inspire pas le respect. Cinquième erreur, parler plus qu'agir. La crédibilité vient des actions, pas des mots. Un homme qui parle beaucoup de ce qu'il va faire, de ses valeurs, de ses principes, mais dont les comportements ne confirment pas les discours, perd rapidement sa crédibilité. Dis moins, fais plus, et laisse les actions parler à ta place. Chapitre 35. Le courage silencieux. Il y a une forme de courage dont on parle peu. Le courage silencieux. Pas le courage spectaculaire des grands gestes héroïques. Le courage tranquille, du quotidien. Le courage de dire non à la demande de quelqu'un d'important. Le courage de maintenir sa position quand tout le monde est contre. Le courage de reconnaître une erreur devant des gens qui pourraient te juger. Le courage de dire une vérité difficile à quelqu'un qu'on aime. Le courage de ne pas réagir quand tout en soi veut réagir. Le courage de partir d'une situation confortable mais incohérente avec ses valeurs. Ce courage-là est quotidien. Il n'est pas vu. Il n'est pas applaudi. Mais il est fondamental, parce que c'est lui qui construit le respect. Pas les grands discours, pas les déclarations, pas les performances, mais ce courage silencieux, répété, quotidien, invisible. Et dans ce courage, une identité se construit. L'identité d'un homme qui fait face, qui ne fuit pas la difficulté, qui ne plie pas sous la pression, qui maintient sa direction même quand c'est inconfortable. Oui, cet homme-là n'a pas besoin de proclamer son respect. Il l'incarne. Et les autres le perçoivent. Méditation finale. Ta propre vérité. Pour terminer ce voyage, une invitation à la réflexion. Prends quelques 2 minutes de silence, quelques respirations profondes et laisse ces questions te traverser. Première question. Dans quel domaine de ma vie ai-je sacrifié le respect pour l'amour ou l'approbation? Quel comportement ai-je toléré que je n'aurais pas dû tolérer?
Quelles limites n'ai-je pas posées parce que j'avais peur des conséquences? Quelle vérité ai-je ravalée pour préserver l'harmonie? Regarde ces domaines honnêtement, sans te juger, juste voir. Deuxième question. Quels sont les signaux dans ma vie qui m'indiquent que je cherche l'approbation plutôt que le respect? Est-ce que je modifie mes opinions selon l'audience? Est-ce que je m'excuse excessivement? Est-ce que je dis oui quand je veux dire non? Est-ce que je surveille les réactions des autres pour ajuster mon comportement? Troisième question. Si je commençais à choisir le respect sur l'approbation à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Quelles relations seraient affectées? Quel comportement changerait? Qu'est-ce que je dirais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Et quatrième question. Quel est le premier et le plus petit pas que je peux faire maintenant dans la direction du respect? Une seule chose, la plus accessible, la plus concrète, et décide de la faire aujourd'hui. Parce que tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être respecté. Et ce respect commence maintenant, si tu le décides. Chapitre 36. L'équanimité comme signature du respect. Il y a une qualité qui est la signature de l'homme respecté, l'équanimité. L'équanimité, c'est cette stabilité de l'humeur et de l'esprit qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la capacité de rester équilibré face aux hauts et aux bas, face aux succès et aux échecs, face aux approbations et aux désapprobations, face aux moments agréables et aux moments difficiles. Un homme équanime n'est pas dans l'indifférence. Il ressent. Il est touché par ce qui arrive. Mais il n'est pas emporté. Il ne monte pas au 7e ciel à chaque compliment. Et ne s'effondre pas à chaque critique. Cette stabilité est précieuse pour 2 raisons. D'abord, elle est confortable pour les gens autour de lui. On sait à quoi s'attendre. On ne marche pas sur des œufs. On peut être honnête sans craindre une réaction explosive. On peut avoir une relation directe avec cet homme. Ensuite, elle signale quelque chose de fondamental. Elle signale que sa valeur ne dépend pas des circonstances, que son bien-être vient de l'intérieur, pas de l'approbation des autres, pas du succès externement défini, pas des compliments reçus. Et cette indépendance intérieure est peut-être la démonstration la plus éloquente du respect de soi. L'équanimité se construit dans la pratique, dans les moments où tu choisis de ne pas réagir à chaque provocation, et dans les moments où tu laisses passer ce qui n'en vaut pas la peine, dans les moments où tu maintiens ton calme, même sous pression. Et progressivement, cette qualité devient une partie de toi, une signature reconnaissable, une marque de l'homme que tu es devenu. Chapitre 37. Transmettre le respect aux générations suivantes. Ce que tu construis en choisissant le respect sur l'approbation a un impact qui dépasse ta propre vie. Il se transmet aux enfants qui t'observent, aux personnes qui partagent ta vie, à ceux qui te regardent naviguer dans le monde. Les enfants n'apprennent pas ce qu'on leur dit sur le respect. Ils apprennent ce qu'ils voient. Ils intègrent les patterns. Ils absorbent les dynamiques. Et si ce qu'ils voient, voilà, c'est un adulte qui sacrifie ses standards pour l'approbation, qui dit oui quand il veut dire non, qui tolère l'irrespect pour préserver la paix, ils intègrent ce modèle. Ils apprennent que c'est ainsi que les adultes fonctionnent. Mais si ce qu'ils voient, c'est un adulte qui maintient ses limites avec calme, qui dit la vérité avec respect, qui ne cherche pas l'approbation à tout prix, qui est solide face à l'adversité, ils intègrent un modèle différent, un modèle qui leur dit « il est possible d'être ancré, de ne pas dépendre du regard des autres, d'avoir des standards et de les tenir, d'être respecté sans avoir à se perdre. » Ce modèle est un cadeau, peut-être le plus précieux que tu puisses faire, non pas à travers des discours, mais à travers ta façon d'être, ta façon de vivre, ta façon de choisir quotidiennement. Il le respecte sur l'approbation.
Tu n'as pas besoin d'être aimé, tu as besoin d'être stable. Et quand tu es stable, le respect devient naturel. Et ce respect transmis change des vies. Plus que tu ne le réalises, plus que tu ne pourras jamais mesurer. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à plaire. On construit une structure intérieure, solide, stable, pour soi et pour ceux qui viennent après.